On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. On est à quelques mois des élections fédérales. Il y a parfois des périodes de relâche. C'est le moment cette semaine où le député de Saint-Jean à la Chambre des communes, Jean Rioux, est de passage dans le comté. Donc, on le reçoit aujourd'hui. Il y a plusieurs enjeux quand même. Il y a des enjeux locaux là, qu'on connaît. Il va y avoir aussi cette journée du drapeau au Carrefour Richelieu prochainement avec la présence de toutes les institutions à caractère fédéral dans la région. Mais il y a aussi des enjeux nationaux qui sont fort importants parce qu'on se dirige quand même dans une élection générale où les adversaires tentent bien sûr de se positionner face au gouvernement libéral de Justin Trudeau. La beauté avec les élections à date fixe, c'est que oui, on connaît la date, mais c'est qu'évidemment, c'est plaisant parce qu'en même temps, on dit hey, « ça sent les élections ». En même temps, les médias en mettent un peu aussi. Mais c'est un peu ça, là. C'est un crescendo qui va durer des mois, des semaines et des mois pour nous amener ultimement aux élections fédérales. Et là, ça donne que cette semaine, le député fédéral est en relâche de la Chambre des communes. Jean Rioux est avec nous dans le comté. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, semaine de relâche maintenant, mais il y aura d'autres semaines de relâche plus tard? Oui, mois de mars. Règle générale, on alterne, c'est 4 semaines à Ottawa, 1 semaine dans le comté. Et là, vous allez siéger jusqu'à? Jusqu'au... ça donne, je pense, c'est le 15 mars, quelque chose comme ça. OK. Ouais. Et là, vous allez reprendre de l'autre côté au printemps jusqu'à l'été? Oui, bien, la période, on en a davantage. C'est pas équilibré, là, 1 pour 5, parce que mai, juin, on va être constamment à Ottawa, selon l'horaire qu'on a présentement. Bon, et normalement, vous finissez quoi, fin juin, début juillet? 23 juin, si je ne me trompe pas, cette année. Okay. Et là, après ça, pause estivale et ensuite déclenchement des élections. Exact. Bon. Comment trouvez-vous la nouvelle Chambre des communes, le nouveau bâtiment? C'est une adaptation, juste de s'orienter au début. Là, pour s'y rendre, c'est ça? Pour s'y rendre, ça a pris à peu près tout le monde une semaine. On l'a vu dans les reportages des députés, des ministres, dire, ah, OK, non, c'est pas ici, ah, OK. Là, on voyait les gardiens de sécurité, ils leur disaient, non, allez par... Ah oui, il y a eu jusqu'à la première semaine là, des guides, là, toute la semaine pour nous orienter. Parce qu'il faut comprendre, c'est une ancienne cour intérieure qui a été fermée. Il y a comme une deuxième cour qui fait le tour, et finalement, il y a à l'extérieur. Et tout est sauf la Chambre des communes elle-même, mais on se rend compte aussi qu'il y a un problème d'insonorisation parce que c'est ouvert en haut. C'est plus bruyant? C'est très bruyant, et même d'un côté à l'autre, on s'entend très, très facilement. Ah ouais? C'est qu'il y a eu des messages, des whips, là, de faire attention à ce qu'on se disait entre nous. Okay. Et la chambre, ce qu'on appelle l'antichambre, où est-ce qu'on fait nos réunions, puis qu'on n'est pas toujours présent en chambre, c'est très petit. Donc, c'est une adaptation, peu de chambres de toilette. Donc, on s'ennuie un peu. Oui. Au point de se dire, pour une période de 6 mois, oui, mais là, on parle de 10 ans. Pour 10 ans, c'est long, longtemps. C'est assez long. Pour moi, il va falloir qu'il y ait certaines adaptations. Ah oui, à ce point-là? Oui. Il manque l'espace. Pas la Chambre des communes elle-même, là, où on siège, mais autour, les facilités, là, il manque. Ce qui est quand même curieux, c'est qu'à l'écran, sur certains plans de caméra, on n'y voit à peu près aucune différence. Mais il y a certains plans de caméra où là, on voit qu'on est ailleurs. Effectivement. Oui, on reste là-bas parce qu'ils ont déménagé le mobilier de l'autre chambre. On a les mêmes bureaux et ainsi de suite. Donc, les mêmes couleurs, les rideaux, mêmes couleurs. Donc, une fois qu'on est rendu au-dessus de nos têtes, c'est là que ça change. Bon. On est dans un contexte préélectoral. On voit que les adversaires s'agitent un peu, mais pas tant que ça. Là, on voit qu'évidemment, Yves-François Blanchet, maintenant chef du Bloc québécois, vous rencontrez prochainement le premier ministre Legault. Ici, localement, peu ou pas de rumeurs. Même chose de la part des conservateurs avec M. Scheer, qui est un peu plus au Québec. Quoique là, on a vu que le nouveau parti de Maxime Bernier semble vouloir s'organiser, ou à la limite a même plus de couverture que le Parti conservateur lui-même. Donc ça, c'est le terrain des adversaires. En même temps, vous êtes le parti au pouvoir, donc on voit aussi que vous êtes plus facilement attaqué, ce qui est tout à fait normal. Là, il faut quand même parler un peu de ce qui s'est passé dans les dernières heures. Votre ancienne ministre de la Justice, là, qui a démissionné du cabinet aujourd'hui, qui était rendue aux anciens combattants dans cette espèce de pseudo ou de scandale émanant de SNC-Lavalin et tout ça. Là, je comprends que le premier ministre avait appelé un conseil des ministres d'urgence. Je ne sais pas si au niveau de la députation, vous avez reçu aussi des informations à ce sujet-là. Quel est le nœud de l'affaire pour que les gens comprennent? En gros, ce qui se passe, SNC-Lavalin a été condamné au Liban pour de corruption.
Et il y a des lois qui existent dans plusieurs pays où est-ce qu'on dit on ne veut pas détruire l'entreprise. C'est un fleuron. On parle, SNC-Lavalin, siège social à Montréal, et on parle de 54 000 emplois. Donc, c'est important. Qui sont les coupables? C'est les dirigeants. Pourquoi on se dit pénaliser les 54 000 employés? Il y a un mécanisme qui a été appliqué dans plusieurs pays, c'est qu'on permet à l'entreprise de payer un dédommagement et les opérations continuent. Et c'est dans cette optique-là qu'on a passé la loi à la fin du mois de juin, comme quoi les entreprises, c'est la procureure ou le procureur général l'accepte, qu'il y a entente, donc des compensations financières, et l'entreprise peut continuer. Donc, c'est un fleuron, puis je pense que vous entendez les économistes et les politiciens du Québec qui disent bien, il faut le sauver. Donc, est-ce que tout ceci est légal? Est-ce qu'il y a eu ou non ingérence du bureau du premier ministre auprès de la ministre et de son cabinet? Bien, c'est la grande question à savoir. Et où est-ce qu'il est la zone, à savoir la zone blanche, la zone grise, jusqu'où le premier ministre peut intervenir? Parce que c'est sûr qu'il peut intervenir, de demander à un ministre de prendre ça en considération, jusqu'au point qu'il n'oblige pas la ministre ou le ministre. Dans le cas de la justice, parce que c'est un ministère qui est complètement à part. On sait que dans notre système parlementaire, le législatif, exécutif et judiciaire sont complètement séparés. Et on a certains cas qu'on a vu des politiciens vouloir mettre des pressions sur le judiciaire. Donc là, c'est le commissaire à l'éthique qui va analyser la situation. Mais votre collègue a démissionné. Oui. C'est tout frais, là. Ça vient de se passer. Okay. Quand ça va passer à la télévision, ça va faire quelques jours, mais là, ça vient de se passer dans les dernières heures. Là. Bon. Autre dossier, et souvent les gens me disent, ouais, mais sur quel dossier les libéraux risquent, disons, d'être embêtés durant la prochaine campagne électorale? Et souvent, les gens me disent, le fameux pipeline. Ça revient souvent, évidemment, et probablement que durant la campagne électorale, vous allez vous faire interpeller là-dessus, visiblement, peut-être même dans d'autres provinces canadiennes. Quelle sera l'argument ou la réponse officielle du Parti libéral du Canada à l'égard de ce projet-là? Sur ce projet-là, il faut comprendre qu'on est dans une situation intermédiaire. Et on doit faire des changements. Comme on dit souvent, on est la génération qui vit le réchauffement climatique et on est la génération qui doit le régler. Sauf si on regarde autour de nous autres, à peu près tout le monde ici, on a des autos qui sont au pétrole. Donc, il y a une période intermédiaire. Et ce qui est important, c'est qu'on parle de développement durable, il faut que l'économie continue, mais aussi il faut investir dans les économies vertes. Et c'est ce qu'on veut faire. L'argent qu'on va faire avec ce pipeline-là, parce qu'il y a un besoin de pétrole, on va s'en servir pour investir dans les économies vertes. Et c'est un marché, on parle d'un marché exponentiel. Et pourquoi ce qu'on veut, M. Trudeau, être innovateur pour qu'on soit capable, les nouvelles technologies vertes qu'on va développer, de pouvoir les exporter, puis d'assurer les emplois payants de demain. Bon. Autre enjeu, et ça, je présume que M. Scheer, les conservateurs vont en parler beaucoup, c'est la dette et les déficits opérationnels dans les budgets là, depuis l'arrivée au pouvoir des libéraux. Bon, est-ce que ce déficit-là est appelé à être réduit année après année? Est-ce que, ultimement, est-ce que les libéraux vont nous amener dans une direction d'équilibre budgétaire dans le cadre d'un deuxième mandat? Est-ce que c'est ça l'objectif? Bon. L'objectif, puis c'était le plan quand on s'est présenté, tout à fait. On a dit, nous, on veut investir dans les Canadiens. On l'a fait en 3 étapes. Première étape, s'assurer que les gens ont plus d'argent pour consommer. Et comment on l'a fait? La première chose qu'on a fait, importante, toujours à s'assurer qu'on diminue l'écart de revenus entre les citoyens. Le 1 % des mieux nantis ont payé plus d'impôts pour diminuer les impôts de la classe moyenne qui s'est trouvée à avoir plus d'argent. Deuxième chose, et probablement la mesure phare, c'est l'allocation canadienne pour enfants, qui a permis aux familles, en moyenne, d'avoir 2 000 $ de plus par année et non imposable. Deuxième chose, le programme d'infrastructure, 180 milliards, dont on n'a pas vu encore les effets pour s'assurer qu'on ne soit pas dans une récession. Rappelez-vous qu'aux élections, on était en récession. Donc, on s'est donné les moyens pour ne pas l'être et on veut s'assurer de ne pas l'être. Et troisièmement,
de l'argent au niveau de l'innovation, dont en grande partie fait partie les... Bon. Mais une fois que l'économie va mieux, une fois que, même dans certains cas, ici au Québec, il y a même des régions où on est quasiment dans du plein emploi, là. Donc, une fois que l'économie va bien, que l'emploi va bien, est-ce que là, maintenant, est-ce que le gouvernement n'a d'autre choix que de nous ramener tranquillement, pas vite, vers une zone d'équilibre budgétaire? Effectivement. Et si on le regarde par rapport au produit intérieur brut, notre partie de la dette diminue d'année en année. Donc, il y avait des correctifs à faire au lieu d'avoir fait ce que les conservateurs... Rappelons-nous que les conservateurs ont fait des déficits accumulés de 160 milliards de dollars. Et ils l'ont fait dans l'austérité, en diminuant les impôts des riches, puis en taxant et imposant davantage la classe moyenne, l'ensemble. Nous, c'est complètement le contraire. On veut diminuer l'écart des revenus, s'assurer que les gens puissent réaliser leurs défis et leurs espoirs. C'est dans cette optique-là qu'a le Parti libéral, et on va le diminuer ce qu'on est en train, on le voit, l'économie va bien. Le seul problème qu'on a, puis il ne faut pas se le cacher, c'est le manque de main-d'œuvre. Donc, ça, c'est le seul X présentement qu'on voit, majeur, qui pourrait amener notre économie en décroissance et même en récession, c'est le manque de travailleurs. Bon, là, vous le savez, il y a un nouveau gouvernement à Québec, la Coalition Avenir Québec. Là, il semble y avoir deux enjeux sur lesquels les relations sont peut-être un peu plus difficiles avec le fédéral, évidemment l'immigration et cette demande du gouvernement Legault d'avoir un rapport d'impôt unique. Pourquoi c'est si compliqué que ça? Il me semble que, se met à la place du citoyen, du contribuable, ce serait bien plus simple si on n'avait qu'une seule déclaration de revenus à faire à chaque année. Ça serait simple à régler. Il y a eu le rapport Robida, qui a été clair. Si on veut en avoir une, que ce soit le fédéral qui l'administre. Pourquoi que c'est plus simple par le fédéral? Parce que le fédéral, finalement, gère pour les 9 provinces et les 3 territoires. Donc, d'arrimer le Québec, où il y a énormément de différences sur le rapport du Québec, c'est à peu près impossible. L'autre chose, c'est au niveau de l'évasion fiscale. C'est géré par le fédéral. Même s'il y avait un rapport qui serait fait par le Québec et le fédéral, il faudrait avoir une agence pour s'en occuper, donc il n'y a pas de diminution. Mais au-delà de ça aussi, il y a les emplois. Il y a 5 500 travailleurs qui travaillent pour le Revenu Canada à Shawinigan et à Jonquière. Et il faut savoir qu'ils ne gèrent pas juste les rapports des Québécois, mais les rapports aussi de toutes les communautés francophones au Canada. Donc, c'est des emplois qu'on perdrait. Donc, il y a tous ces inconvénients-là pour finalement arriver à une entente qu'on aurait un rapport. Puis une chose, souvent, on parle de principe. Mais dans la pratique, là, 85 des gens font leur rapport d'impôt sur l'ordinateur puis les font les deux rapports en même temps. Donc, ça touche à peu près 15 de la population, puis ces 15 %-là, la plupart le font faire par un comptable. Donc, dans la pratique, ça ne changerait pas beaucoup la vie des citoyens, mais comme je vous dis, il y a un moyen que ça nous coûte moins cher, que ce soit le fédéral qui le fasse comme dans les autres provinces. Dans le cas de l'immigration, le gouvernement Legault veut réduire les seuils à environ 40 000. Évidemment, il y a des enjeux à l'égard de l'intégration et tout ça. Pensez-vous que le gouvernement du Québec va finir par s'entendre avec le gouvernement fédéral sur cette question-là? La semaine dernière, le ministre Leblanc, qui est en charge des relations interprovinciales, voyait une piste de solution, voyait que les négociations allaient bien. Mais il faut toujours être sensible à une chose. Un, on a besoin de travailleurs et ce n'est pas 40 000 qu'on évalue. Présentement, il y a autour de 116 000 emplois. On manque 116 000 travailleurs au Québec présentement. Donc, diminuer de 50 à 40 000, il faut comprendre qu'il va nous en manquer encore plus. Mais c'est au niveau de la compétitivité, il faut regarder. Où est-ce qu'ils vont aller? Parce que les seuils au Canada ne changeront pas, là. Présentement, il y en a 350 000 par année, immigrants qui rentrent au Canada. C'est que s'ils ne viennent pas ici, ils vont aller où? Ils vont s'en aller dans les autres provinces. Les autres provinces vont être plus compétitives, vont être capables d'offrir de la main-d'œuvre. Mais il y a aussi au niveau politique. Au niveau politique, il faut comprendre, c'est notre pondération dans le Canada qui va changer. Présentement, on est 23 %. Si les autres provinces accueillent plus d'immigrants, ça va être quoi, notre pourcentage dans le Canada? Donc, c'est tout ça qu'il faut penser à regarder quand on regarde de nouveau.
Puis on regardait au niveau de la résidence, une des choses qui a été amenée. Si on dit aux gens, là, après 3 ans, là, tu vas venir, là, puis tu vas passer un temps. La personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pas s'en aller dans une autre province, tout simplement. Il faut regarder ça là, dans un ensemble et pas seulement avec les yeux du Québec. Si on revient ici dans le comté, vous avez fait référence tantôt au bon programme d'infrastructure. On sait qu'il y a un dossier qui nous tient à cœur, c'est le prolongement de l'autoroute 35, où dès le départ, le fédéral, évidemment, avait renouvelé Ses propositions puis qui sont et tout encore ça. sur la table, Bon, clairement. on s'en est parlé à notre dernière rencontre il y a quelques semaines. Est-ce que ça a bougé du côté du député Lemieux, du ministre des Transports Bonnardel à Québec? Est-ce que ça a bougé depuis un mois? Dans les cas, on reste très positif. C'est un dossier qui est positif. OK. Donc, ce que je décode, c'est qu'au moment où le fédéral et le provincial vont déposer à peu près conjointement leur budget, c'est probablement là que ça va s'annoncer. Il y a ça, mais aussi de finaliser l'entente fédérale-provinciale, de finaliser, puis aussi après ça au niveau des municipalités, comme on a vu, de faire leurs demandes à ce moment-là. Puis on a vu que pour les municipalités, la proposition qui est sur la table du fédéral est très intéressante, c'est qu'au lieu de payer 33, le fédéral va augmenter à 50 pour les grandes municipalités et pour les petites municipalités, on va aller jusqu'à 60 Donc, ça veut dire que la partie pour une petite municipalité de 5 000 et moins, qui sont l'ensemble des municipalités dans le comté de Saint-Jean, en excluant Saint-Jean elle-même, le Saint-Jean-sur-Richelieu, ça veut dire que les coûts qu'ils vont avoir à payer, c'est 7 60 pour le fédéral, 33 par le gouvernement provincial et 7 par la municipalité. OK. Donc, ça, je pense que c'est un attrait. Il y a des choses que ça fait longtemps que les municipalités veulent faire, mais qui n'ont pas le moyen, quand on est 5 000 et moins, bien là, ils vont avoir la capacité financière grâce aux 60 du gouvernement fédéral. Bon, donc, de ce que je comprends, c'est que ça va bien, c'est positif, c'est sur la bonne voie. Oui. Et peut-être que dans quelques semaines, limite quelques mois, on devra avoir une annonce conjointe. C'est ce que je souhaite depuis le début de mon mandat. Mais présentement, les astres sont bien alignés et ça travaille très bien avec les députés de la région. Vendredi, on fête le drapeau du Canada, puis on va avoir... les 15 institutions fédérales du comté vont être présentes avec des kiosques au carrefour Richelieu. Et les 2 députés, M. Lemieux, Mme Isabelle et le représentant de Mme Sanson vont être présents. Donc, et plusieurs maires vont être présents. Bien, on commence avec le maire de Saint-Jean, où est-ce qu'on va faire la levée officielle à l'Hôtel de Ville, et après, on se déplace au carrefour Richelieu. En passant, l'ensemble de la population est invité. Est-ce que les gens connaissent bien ces institutions fédérales dans le comté? Pas autant qu'on pense. Et c'est pour ça qu'on a fait ce salon des institutions fédérales. Pour rapidement, on peut penser à Parc Canada, bien évidemment, avec la Bande du Canal, Fort-Lénox, Fort-Chambly, évidemment la Défense nationale avec le collège et la base. Mais une fois qu'on a parlé de la Défense et de Parc Canada, il reste quoi? Comme les Services Canada? Services Canada, où est-ce que présentement, une demande qui a été faite à la population, c'est qu'il y a un bureau pour les passe-ports. Donc ça, c'est nouveau. Il y a la GRC. Il y a les douanes. Il y a aussi le centre d'horticulture, qui est un centre de recherche important au niveau de la région. Donc, c'est des Postes Canada. Donc, il y a des institutions, plusieurs institutions qu'on retrouve dans notre comté. C'est un des comtés qui a le plus d'institutions fédérales en passant. Une drôle de question, mais ça me passe par l'esprit. Bon, on sait que depuis plusieurs années maintenant, l'aéroport appartient à la ville. Oui. Bon. Mais en même temps, le transport aérien, c'est fédéral. On a toujours une tour de contrôle, jusqu'à preuve du contraire. Puis il y en a seulement 5 au Québec. Ça, on est privilégiés. Bon, et à chaque fois qu'on parle de cet enjeu-là, on nous dit tout le temps qu'actuellement, on est en deçà du nombre de mouvements aériens généralement requis pour le maintien d'une tour de contrôle. En même temps, la tour de contrôle, elle peut être utile, notamment dans le cas de certaines écoles de pilotage. Le problème, c'est que le monde n'en veut pas. Et même au niveau municipal, je pense que le Conseil, malgré les adversités des deux équipes sur ce point-là, je pense que tout le monde s'entend. Bref, c'est quoi l'avenir? Et je lisais pas plus tard que ce matin qu'à Saint-Hubert, on va avoir prochainement des vols genre Saint-Hubert-Toronto, puis éventuellement Saint-Hubert-Fort Lauderdale.
Parce que là, des Québécois qui s'en vont à Plattsburgh et à Burlington pour aller en Floride, là, il y en a beaucoup. Moi, il n'y a pas une semaine qu'il n'y a pas quelqu'un qui me dit « Ouais, je m'en vais en Floride. » Ah ouais, tu pars d'où? Ah, Burlington, Plattsburgh. Oui. On perd sur le plan économique énormément d'argent pour des gens qui prennent des vols d'avion à 1 heure d'ici, même pas. Et on voit, bon, Saint-Hubert qui va peut-être finir par se développer un peu, puis un aéroport comme Saint-Jean qui pourrait éventuellement être utile là-dessus. Quelle est l'opinion du député fédéral de Saint-Jean sur l'avenir de l'aéroport? Bon, l'aéroport, je pense qu'on a une infrastructure extraordinaire. En passant à construire cet aéroport-là coûterait à peu près 75 millions. Donc, c'est un atout. Sauf que ça relève du conseil de ville. Ça, moi, je respecte les compétences. Ouais. Sauf qu'il y a un dossier sur lequel je travaille indirectement par le CEVO. On parlait d'institution fédérale, on oubliait le Centre d'aide aux entreprises, qui joue un rôle important dans la région. Et le Conseil économique, il y a eu présentement, le Mouvement des Jardins a accordé 40 000 pour faire une étude pour un développement, finalement, de l'industrie du drone à l'aéroport. Oui. Et ça, c'est pas bruyant. Et on sait que le pôle d'excellence est à Alma. Sauf que Alma va être surtout orienté vers la défense, les gros, qu'on appelle là, les gros drones. Mais les drones davantage au niveau civil, qui sont plus petits, vont vouloir avoir une place de pratique près de Montréal. Mm-hmm. Et on pourrait avoir cette opportunité-là, puis s'assurer aussi qu'une bonne partie de l'aéroport, qu'elle soit protégée par des filets pour s'assurer que ces drones-là, finalement, on a le contrôle, parce que ça existe, là. Donc ça, c'est une piste, il y a une étude qui se fait. Mm-hmm. Ça, je pense que c'est des belles orientations possibles pour l'aéroport de Saint-Jean. Mais là-dessus, ça, je peux en parler parce que c'est un dossier qui est en cheminement. Mes orientations, ça appartient à la Ville, puis je vais y respecter, puis je vais être là pour les accompagner. Comme présentement, il y a une demande que je sais qui va être déposée pour essayer d'avoir du dédouanement à l'aéroport. Donc, ça, c'est un dossier qui est supposé m'être déposé, puis on va le travailler. Ça relève du ministre Goodale. Donc, mais on a déjà sensibilisé l'été passé le ministre des Transports, mais cette compétence-là appartient à M. Goodale. Donc, ça en est une autre piste qu'on pourrait attirer davantage d'avions privés, des gens qui ne sont pas ici, qui devraient être ici, puis qui sont à Saint-Hubert ou à Bromont. Donc, qui ne viennent pas ici parce qu'il n'y a pas de dédouanement. Donc, ça, c'est une autre piste qu'on peut développer. Là, d'ici aux prochaines semaines, quels sont les enjeux locaux que vous désirez porter à Ottawa? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent débloquer prochainement? Parce qu'on sait qu'au niveau de la défense, la base et la garnison, c'est pas mal sur la bonne voie, hein? À moins qu'il y ait des nouveautés récemment. Bien, mais... on devrait avoir une annonce prochainement pour la défense dans la région. OK. Oui. Puis il y a quelques belles annonces qui devraient s'en venir, qui sont en train de se finaliser. Donc, il y a des belles choses qui s'en viennent pour la région. Okay. Très, très encourageant. Donc, il va en avoir une la semaine prochaine. Il y a un investissement au niveau de l'entreprise. Je vais leur laisser la chance de l'annoncer la semaine prochaine. Par contre, il y a une chose que je peux parler parce que ça a été annoncé officiellement. J'avais fait au Québec, à l'époque où j'étais secrétaire à la Défense, la promotion du programme ID. Pour rechercher l'innovation, c'est qu'on disait à des entreprises, on a besoin de tel bien, de tel service, et on leur donnait pour faire de la recherche jusqu'à 200 000 $. Donc, les entreprises qui étaient reconnues. Il y en a 2 dans la région qui ont été reconnues, soit Rheinmetall et Mamawashi, le fameux exosquelette, qui ont à peu près eu chacun 200 000 $. Et il y en avait 10 par chaque projet qui étaient reconnus. Et par la suite, il y en a 3 qui vont être reconnus. Ils pourront avoir de l'argent pour faire de la recherche jusqu'à 2 millions. Donc, on en a eu 2 dans la région, à l'ensemble du Québec. C'est extraordinaire. J'étais très content de voir que notre région avait bien répondu aux demandes. Jean Rioux, merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir, comme à l'habitude. On va vous souhaiter encore du bon travail du côté d'Ottawa, Chambre des communes. Tout pas d'adversaire, hein? Pas que je sache. Donc, vous êtes seul en piste? Oui, présentement, oui. Donc, vous occupez tout le terrain, là? Présentement, oui. Allez-vous avoir des adversaires? Sûrement. Bien, déjà, il y a une association. Vous avez vu M. Bernier. L'association du parti de M. Bernier. Exactement. On verra la suite. On va suivre. Merci beaucoup.